Et puis on va attaquer tout de suite avec la nouvelle table ronde qui se parle de Value for Business. J'appelle Julien Villeneuve et de nouveau Pierre sur scène, s'il vous plaît. Alors Julien, vous êtes le directeur adjoint stratégie et développement et marketing de la boîte IMO, Julien Villeneuve. J'aimerais que vous nous disiez, en rebond par rapport à l'étude Conso tout à l'heure, cette notion information issue de l'étude, qu'est-ce qu'elle a comme résonance quand on est à ce poste-là à la boîte IMO? Bonsoir tout le monde. Nous, on est en fait sur un secteur de l'habitat. Donc l'habitat aujourd'hui, évidemment, est au cœur de tous les sujets climatiques. Et on a une vraie problématique sur la loi climat et résilience, et notamment avec la classification qu'on connaît aujourd'hui sur les diagnostics énergétiques. Donc nous, aujourd'hui, notre mission, c'est de faire en sorte que les professionnels puissent avoir un maximum d'outils pour pouvoir accompagner les particuliers, à la fois dans la réhabilitation de leurs biens, mais aussi dans la manière d'approcher leurs biens futurs. Parce qu'aujourd'hui, rien qu'à Paris, on a à peu près 30% du parc qui est en classe F ou G. Donc ça pose des vrais problèmes. Et on a aujourd'hui, évidemment, une population qui est très sensible sur ces sujets, mais qui aussi voit un impact économique. Parce que quand vous achetez un appartement qui va avoir en fait une classification qui est négative, forcément la valeur demain va être détériorée. Donc il y a un impact à la fois de l'engagement du grand public, mais aussi de sa valeur future, avec évidemment la projection des gens qui vont être à la retraite et qui demain devront utiliser ces biens aussi dans les phases d'héritage. Merci pour cet exemple. Pierre, on va attaquer avec l'étude tout de suite. Et puis je crois qu'il y a un sujet autour de la différenciation. Tout à fait. Donc on poursuit cette exploration de la base de données Brandsy. On a 19 000 marques, plusieurs millions d'interviews consommateurs. On a travaillé avec l'Université d'Oxford pour comprendre ce qui générait de la croissance de brand equity sur l'ensemble de ces données. Et on s'aperçoit effectivement que sur 3 composantes principales de la brand equity, donc la présence à l'esprit, la science, le sens, à la fois l'utilité et le rapport que les consommateurs, le rapport émotionnel que les consommateurs entretiennent avec la marque. Il y a une dimension, la différence, qui va davantage expliquer cette probabilité de croissance de la brand equity. On voit qu'effectivement, en moyenne, les marques qui sont fortement notées sur la différence, et la différence c'est être unique, mais c'est aussi l'idée, les tendances de la catégorie, croissent 2 fois plus vite que celles qui sont à un niveau moyen, et celles qui ont vraiment une très forte différence vont même croître 4 fois plus vite. Alors d'où vient cette différence ? Donc toujours ce travail avec l'Université d'Oxford peut venir de caractéristiques intrinsèques, elle peut venir de caractéristiques extrinsèques, physiques ou mentales. Ce qui nous intéressait plus particulièrement dans cette édition de la Brand Immersion consacrée aux valeurs, c'est de voir apparaître la sustainability comme un vecteur de différenciation fort pour les marques. Donc c'est la principale information sur laquelle je souhaitais insister. Julien, on fait une petite analyse sur ce qu'a détecté le club. On assiste aujourd'hui en fait à une vraie problématique. Ces dernières années, évidemment, les crises sanitaires, la détérioration de l'univers climatique et puis même le contexte géopolitique a sensibilisé tout le monde. Toutes les marques et ceux qui les portent, les hommes et les femmes, se sont sentis évidemment engagés à porter des valeurs qui sont devenues aujourd'hui évidentes, mais qui ont posé en fait deux vrais sujets. Et il y a 2 effets de bord à ça. D'abord, finalement, on parle tous un peu de la même chose. On est tous sensibles par rapport aux mêmes événements et on a à peu près la même réaction. Ce qui fait qu'on a un discours qui finalement fait un bruit médiatique et qu'on n'émerge plus. Ça, c'est le premier effet de bord. Le deuxième effet de bord, c'est qu'à force de vouloir tous parler de ces sujets, on a oublié à un moment donné, la vraie question, c'est est-ce qu'on était légitime pour les porter ? Et on se retrouve avec des consommateurs, des clients qui ont commencé en fait
à s'opposer à ça, à dire attendez, vous n'êtes pas légitime pour porter ce discours, vous n'êtes pas crédible. Alors que même, on a vu, hein, le consommateur peut être aussi paradoxal dans ses actions, mais aujourd'hui, on se retrouve finalement à avoir migré, convergé vers des valeurs qui sont devenues des valeurs de buzz. Et on s'est perdu. On a pris pas mal de temps avec le club pour interroger à peu près une trentaine de patrons de marque, qui soient au marketing, à la communication, qui sont tous référents dans leur secteur, pour leur dire, voilà, finalement aujourd'hui, notre intention quand même dans tous nos secteurs, c'est de créer de la différenciation. On l'a vu, c'est une valeur importante. Ce point de saillance, en fait, il nous permet surtout à nous de faire en sorte qu'il y ait du business derrière. Parce que l'engagement, c'est bien, mais sans business derrière, on ne remplit pas notre rôle. Et évidemment, ça n'est pas viable. Donc, on a passé pas mal de temps à interroger ces dirigeants. Alors justement, on s'y prend comment? Pardon? On s'y prend comment, justement? Leur réponse, j'entends. Alors, leur réponse, c'est assez étonnant. Quasiment tout le monde, je crois, à une exception près, d'abord a dit, voilà, nous, on a besoin de retrouver de l'authenticité dans notre discours. Alors cette authenticité, c'est un mot fort. Je pense que d'abord, c'est une initiative personnelle et puis qui après trouve une résonance professionnelle. Et puis justement, comment on retrouve de l'authenticité quand tout le monde évoque finalement une même sensibilité. Et il y a plusieurs axes qui ont fait finalement, qui ont été mis en exergue dans ces échanges. Le premier, d'abord, c'est de revenir à une certaine forme de sincérité. Il y a des exemples pour ça. Voilà, ils sont déjà là. C'est rapide. L'idée, en fait, quand on parle de sincérité, évidemment, ça dépend de chaque entreprise dans son secteur va avoir plus ou moins de facilité à revenir justement à ces axes de sincérité. Mais l'idée, c'est de repartir en fait de sa raison d'être, de retrouver en fait ce qui a été la motivation première à l'entreprise. Et c'est vrai quand on prend des entreprises comme Amplifon ou Unbolted, qui sont des sociétés qui se sont en fait créées sur une raison d'être, sur une mission. Pour l'un, c'était justement de permettre aux gens de rester connectés avec le son et de pouvoir continuer à éprouver des sensations, ou que ce soit Unbolted qui vous permet d'éviter de forcément consommer du plastique. Au départ, pour ces marques-là, revenir sur leur raison d'être, ce qui a poussé en fait cet axe d'entrepreneuriat, ça a été évidemment une évidence. Alors c'est plus ou moins facile pour certaines marques, mais en tout cas, voilà, il y a un premier élan, c'est retrouvons ces axes de sincérité, retrouvons ce qui a fait notre raison d'être et reprenons en fait des valeurs qui s'articulent autour de cet axe-là. Le deuxième axe, à l'instar d'AXA par exemple, qui avait ces dernières années beaucoup investi dans une diversification et une montée en puissance au niveau international, s'est dit, voilà, finalement, nous, au départ, nous sommes le premier assureur français, nous sommes au plus près des territoires, c'est nous qui avons le plus grand maillage. Et finalement, notre raison d'être, c'est d'apporter justement ce service de proximité. Et plutôt que d'invoquer des grandes valeurs, ils se sont dit, nous, notre première valeur, c'est quand même d'être près de nos clients. Et ils ont complètement remanié leur plateforme de marque. Thomas pourrait nous en parler évidemment plus longuement que moi, évidemment. Mais le gros intérêt de ça, c'est que le retour en fait, sur investissement, si je puis dire, il a été quasiment automatique, puisqu'en moins de 2 ans, ils ont récupéré 3 points de considération, ce qui dans nos métiers est assez énorme. Ce qui veut dire qu'en fait, on a quand même un public qui s'attend à ce qu'on reprenne le chemin d'une crédibilité, d'une légitimité dans la prise de parole. Quand on regarde la Maison Lanvin, c'est un exemple assez intéressant. Au départ, c'est une femme qui voue je dirais une quasi-obsession à l'entrepreneuriat et qui en a fait sa vie et qui, en fait, a érigé cet entrepreneuriat, cette exigence autour d'une certaine forme d'exclusivité. Et finalement, cette maison est revenue à ses fondamentaux en assumant pleinement que c'était effectivement des produits exclusifs. Oui. Et le fait de l'assumer, le fait de dire que cette exclusivité, elle a un prix, elle signifie quelque chose. Elle a permis aussi de redonner en fait une épaisseur de trait, de légitimité et finalement de véracité dans son discours. Autre point en fait à explorer, c'est que finalement on a cette équation un peu complexe de vouloir à la fois être engagé, mais en même temps, il faut qu'on puisse être force de création de valeur.
Donc ça oblige aussi certaines entreprises, et j'en fais partie d'ailleurs, à revoir ces business models à l'aune de ces valeurs. Quand on prend une maison comme la Berry, alors qu'on connaît tous parce qu'effectivement, c'est une maison qui est connue pour le foie gras, pour le saumon. C'est vrai que quand on parle voilà, des aspects écologiques et que la question animale arrive sur la table, ça devient compliqué. Sauf qu'au départ, la raison d'être de la Berry, c'est d'apporter un univers festif, d'apporter finalement un cadre pour pouvoir célébrer des choses. Donc leur raison d'être, finalement, elle n'est pas forcément sur le foie gras. Et elle peut se porter sur une valeur végétale. Et c'est ce qu'ils ont fait en twistant et en repartant maintenant sur des produits qui sont plus axés sur le blinis, le houmous, qui sont des vrais relais de croissance. On va avoir à l'autre bout de la chaîne des acteurs comme Carrefour, donc distributeurs, qui eux aussi, en fait, sont tout à fait conscients et engagés. Et finalement, comment on réconcilie les deux entre vouloir promouvoir voilà, des chemins d'approvisionnement courts, privilégier le local, quand on sait que, oui, forcément, ça aura un impact prix face à voilà, des clients qui ont quand même toujours cette difficulté du panier. Eh bien, ils ont inventé et mis en place un système de fidélisation qui permet en fait de dire à tout à chacun, vous pouvez quand même privilégier le bio, vous allez avoir des aides, on va vous aider. Et donc finalement, voilà, on va essayer de faire en sorte de réconcilier cet engagement avec la réalité économique. Et je crois que pour tout ça, il y a un mot de conclusion. Oui, le vrai challenge pour nous aujourd'hui, c'est que on se doit d'être, maintenant, on n'a plus le choix, sensible, d'être engagé, de porter ces valeurs, de les défendre. C'est notre société, on la partage tous. Maintenant, il nous appartient d'être en phase aussi avec un discours économique qui n'est autre que l'expression de notre plateforme de marque, et de faire en sorte de trouver un juste équilibre entre ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est en droit de dire, et je dirais la résonance économique qu'on va donner à tout ça, étant entendu que plus on est profitable, plus on aura les moyens de tenir nos engagements. Bravo à tous les deux, très très clair. On va passer tout de suite à notre petite conversation. Avec nous, on a Elisabeth Sedela de M Publicité, Sylvain Bouchès de Lego et Eric Trousset de La Poste Solutions Business. Merci de nous rejoindre. Alors on le voit, hein, cette notion de valeur est extrêmement importante. Elisabeth, comment est-ce que vous capitalisez, vous, pour nourrir votre originalité, votre différence, justement ? Bonsoir. Alors, pour capitaliser sur nos différences, en fait, on essaie de travailler des valeurs. Il y en a une qui est importante pour nous, c'est l'optimisme, parce qu'on en a un peu parlé, en effet, déjà. Et c'est une valeur qui en contient beaucoup d'autres. Elle contient l'enthousiasme, elle contient la curiosité, elle contient l'engagement. Et elle se nourrit pour l'ensemble des équipes de la régie du groupe Le Monde, au travers certainement de l'innovation éditoriale, parce que, évidemment, c'est ce que nous, on va proposer ensuite aux marques. Et cette innovation, elle est aussi très intéressante quand elle se fait notamment sur des sujets qui luttent contre la fatigue informationnelle. La fatigue informationnelle, ça concerne 53% des Français. Et c'est un enjeu, en effet, pour l'ensemble des rédactions de lutter contre. Je peux peut-être donner un exemple d'innovation éditoriale parce qu'il est récent, il date de quelques jours. Sur une marque comme Le Monde, c'est le lancement d'une rubrique qui s'appelle Intimité. Je l'ai reçue. Eh ben, je suis ravie, ça veut dire que vous êtes dans nos bases de newsletter, donc c'est très important. Intimité, c'est un espace de réflexion, c'est un espace d'émotion aussi, qui adresse les sujets de parentalité, de vie de famille, d'amitié. Et en effet, ce sont des sujets qui vont là engager les audiences et qu'on va pouvoir en effet mettre à disposition de l'ensemble des marques. Cet optimisme, il se nourrit aussi de la connaissance de nos audiences parce qu'on travaille beaucoup sur cette connaissance et on voit qu'on adresse des personnes qui sont très mobilisées sur les enjeux de transformation de nos sociétés, qui s'inscrivent aussi le plus possible comme acteurs du changement. Et cette mobilisation, elle se traduit aussi, par exemple, lorsqu'on organise des événements. Ils sont nombreux pour la marque Le Monde, pour la marque L'Obs, Télérama, Courrier International, par exemple. Ça s'organise souvent dans notre nouveau bâtiment, dans nos nouveaux sièges sociaux.
Et dès qu'on propose en effet à ces audiences de venir rencontrer les rédactions, elles répondent vraiment présentes. Sur une année, c'est plus de 30 000 personnes qui sont venues en effet et qui ont rencontré la façon dont on travaille ce sujet de l'information. Et puis, comme autre valeur en tant que régie publicitaire importante, c'est bien évidemment l'exigence et travailler sur le bon dosage entre expérience des contenus éditoriaux et expérience publicitaire. Voilà, c'est quelque chose qu'on monitore et dont on reparlera peut-être ensuite. Et puis la simplicité, parce que il faut qu'on soit simple dans nos relations, et cette simplicité, elle passe aussi par le fait de donner accès, quand c'est nécessaire, à l'ensemble des expertises du groupe, les rédactions, les services abonnements, les équipes IT, pour partager ensemble avec vous aussi sur des sujets qui peuvent amener à travailler sur des intégrations importantes. Et voilà, on essaie d'être toujours simple et de partager. Beau programme. Sylvain, lorsqu'on parle de value for business, c'est le thème de cette tendance, pour une marque comme Lego, comment ça résonne? Values for business, on l'a dit en préparant, pour un groupe comme Lego, c'est dur à appréhender et on voulait plus l'appréhender sous l'axe de business for value, quelque part. Le groupe Lego, ça fait 90 ans que ça existe, ça a été créé par Kirk Ole Christiansen, c'est pas une entreprise qui est cotée. Et quand il a créé Lego il y a quelques années au Danemark, sa volonté, c'était de promouvoir l'apprentissage par le jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui reste aujourd'hui comme quelque chose de central chez Lego. Donc, comment est-ce qu'on favorise l'apprentissage par le jeu? Ça, c'est la mission. Et il y a une des valeurs qui est la créativité. Aujourd'hui, on se rend compte que la créativité permet aux enfants, aux adultes, de se libérer de l'anxiété, de se libérer du stress du travail, de se libérer de notre quotidien. Et on veut stimuler cette créativité à travers le jeu. La campagne de Noël cette année, c'est offrir le super pouvoir de jouer. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Donc être créatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est rendre hommage au système de jeu en lui-même. Alors je ne vais pas faire le petit jeu, je vais vous donner un chiffre qui est assez intéressant. Vous voyez une brique Lego, 2 d'un côté, 4 de l'autre. Vous prenez 6 briques dans votre main. Est-ce qu'il y en a un dans la salle qui sait me dire combien de possibilités d'assemblage différents il y a avec 6 briques? D'accord? Il y a plus de 915 millions. D'accord? D'habitude, les gens disent 1500. Ah, 1700. Ouais, okay. 915 millions. Ça donne un peu le pouvoir créatif qu'on peut avoir avec des briques Lego. Et donc ça inspire tous les jours nos ingénieurs, ça inspire tous les jours nos consommateurs qui créent des sets pour être développés par la marque. Donc on est vraiment dans cette logique de créativité. Et quand on le reduplique en interne chez nous, en étant leader du marché du jouet, et puis en allant aujourd'hui bien au-delà du marché du jouet et en étant de plus en plus une marque culturelle, on s'applique au sein des équipes commerciales et des équipes marketing d'apporter de la créativité aussi sur la manière dont on travaille, sur la manière dont on aborde les consommateurs, sur la manière dont on va chercher évidemment les consommateurs là où ils sont pour les adresser avec ce message. Aujourd'hui, le temps de jeu d'un enfant, c'est moins d'1 heure par jour. Il y a 10 ans, c'était 2 heures par jour. Donc on est vraiment dans cette logique de dire comment est-ce qu'on développe. Alors oui, on fait des contenus télé, oui, on fait des jeux vidéo, mais tout ça, c'est pour ramener les enfants avec les mains dans les briques, les adultes aussi, puisqu'on a lancé la gamme en 2021, et aujourd'hui, ça pèse plus de 30% de notre chiffre d'affaires. Donc oui, les adultes jouent encore au Lego. J'en fais partie. Bon, allez, voilà, c'est fait, je l'ai dit. Eric, pour vous, au niveau de la Poste Solutions Business, où est-ce qu'elle se situe, cette création de valeur, cette value for business? Alors, juste un point de précision par rapport à mes propos. Je représente la Poste non pas en tant que marque annonceur, mais en tant que média. Et ça, oui, c'est important. Et par rapport aux propos d'Elisabeth, quand on parle de médias à la Poste, le principal, c'est le marketing direct. Or, le contenu, il n'y a pas de contenu éditorial, on véhicule le discours des marques sous forme de communication.
Donc ça nous pose potentiellement une problématique de quelle valeur, au-delà des grandes valeurs du groupe, et je ne vais pas revenir dessus, je pense que vous les connaissez. Donc on est parti finalement d'une réflexion, quel est le pain point majeur des marques aujourd'hui? C'est la problématique de l'attention. Et qu'est-ce qui peut contribuer à résoudre la problématique de l'attention? Et là, c'est là où on est reparti sur une des valeurs du groupe, c'est la proximité. Et ça nous a amené à réfléchir d'abord avec des sociologues sur le domicile. Parce que finalement, une des caractéristiques du courrier, c'est qu'il arrive à domicile. Alors vous allez me dire, à domicile, il y a plein d'autres points de contact. La télé, on peut lire un journal, le magazine, on peut scroller son smartphone. C'est vrai. Sauf que, et pour revenir à la notion de différenciation, on s'est aperçu que finalement, les médias de contenu ne parlent pas de domicile. Ils vont parler de leur contenu. Et donc on s'est dit, finalement, il y a un sillon à creuser. Et donc ensuite, on a travaillé en Cali et en Canty sur l'impact du domicile et le rôle que le domicile peut avoir dans le purchase funnel. Et là, on s'aperçoit de deux choses très intéressantes. 86% des décisions d'achat sont prises à domicile. Ça ne veut pas dire qu'on achète du domicile en e-commerce, bien évidemment. Mais la prise de décision. La prise de décision se fait à 86% à domicile. Et dans 94% des cas, la prise de décision, elle est d'abord collégiale. Et donc, ça veut dire qu'en tant que marque, il faut pouvoir justement nourrir les discussions au domicile avec des bons points de contact qui vont permettre le partage. Et donc, c'est en ça que, pour nous, quand on connaît la valeur du marketing direct, on se dit qu'il y a un vrai rôle à jouer, justement, à nourrir les échanges, parmi d'autres points de contact, par les valeurs intrinsèques du média. On va en parler tout à l'heure, effectivement. Elisabeth, vous, pour les marques, vous avez parlé de vos valeurs. Hein. Comment vous les faites vivre auprès des marques qui sont finalement vos annonceurs? Alors, on essaie de les faire vivre justement en s'appuyant de ce qu'elles engagent. Donc, je parlais de l'engagement en effet des audiences. Donc, on essaie d'être cohérent et de construire autour de cela. Je donnerai peut-être un exemple parce qu'il y a un an, on se posait la question de comment est-ce qu'on adresse en effet une des forces de ce groupe qui est le fait d'engager beaucoup d'abonnements. Il y a 517 000 abonnés pur numérique sur une marque comme Le Monde. Et clairement, l'idée, c'est de se dire que c'est une audience qui a une grande valeur parce qu'elle passe 5 fois plus de temps sur le site que d'autres internautes, parce qu'elle consomme, c'est pas un très joli mot, mais c'est quand même le cas, 4 fois plus de pages vues. Et donc, on a travaillé avec les équipes de rédaction, avec les équipes produits, avec les équipes clients, avec les équipes marketing numérique, en se disant quelle serait cette construction publicitaire et quelles en seraient en effet les différentes contraintes ou opportunités. Ça a conduit un an après à ce que sur l'ensemble de l'espace numérique d'une marque comme Le Monde, les revenus qui proviennent et l'expérience publicitaire associée évidemment sur ses abonnés est passée de 1% à 11% sur l'ensemble du numérique du monde, et sur l'univers applicatif il est passé de 1% à 27%. Donc c'est essayer en effet d'être cohérent avec ce que quand on parle d'engagement, que cet engagement il soit en effet partagé, notamment pour les marques. Et puis aussi, je parlais en effet de l'exigence dans le sens de aussi travailler sur des environnements publicitaires qui soient les plus qualitatifs possibles. C'est par exemple ce qu'on essaie de faire avec une marque comme M, le magazine du Monde, qui en 2022 a travaillé sur une marque trimestrielle qui s'appelle Le Goût du Monde, et qui a aussi un podcast et qui aura un événement en 2024. Là aussi, c'est de se dire, aussi bien sur le papier que sur le numérique, comment est-ce qu'on propose les environnements qui soient les plus qualitatifs possibles. C'est beaucoup de cette façon-là, en effet, qu'on essaie de travailler cette cohérence entre ce qui nous anime en termes de valeurs et puis le fait qu'elles soient toujours mises à disposition des marques. Puis il y a cet aspect sociétal aussi, quand même, qui est vraiment référent un média comme Le Monde. Alors, bien sûr, cet aspect sociétal, il est important dans le sens où, en effet, le groupe Le Monde, c'est un modèle de confiance. Je parlais du nombre d'abonnés, en effet. C'est aussi 24 millions de personnes chaque mois. C'est, par exemple, sur un mois comme le mois d'octobre, avec une actualité
très forte et aussi extrêmement sensible. C'est dans 210 millions de visites en fait, hein, sur un site comme Le Monde sur un mois, donc c'est beaucoup. Oui, bien sûr, il y a ce sujet de la dimension sociétale du point de vue du modèle qui est un modèle de confiance, du point de vue de l'animation du débat public aussi, Oui. bien évidemment. Et notamment sur des grands enjeux de société comme les enjeux de transition, sur les enjeux climat bien sûr, mais aussi tous les sujets qui touchent au sujet de la place des femmes, au sujet de l'inclusion, au sujet de parité. C'est beaucoup de contenu, hein. Ces derniers mois, c'est plus de 1600 contenus qui traitaient de ces sujets. Donc oui, bien sûr, d'un point de vue sociétal également. Voilà. Et puis après, il y a le sujet d'accompagner les jeunes générations dans leur compréhension d'un monde qui est vraiment en effet complexe. On en a là aussi beaucoup parlé. Et ce qu'on a vu en introduction, en effet, sur l'ensemble des constats, montre bien qu'en effet, il y a aussi cet enjeu d'accompagner les plus jeunes. Et on l'a vu aussi au travers des témoignages des étudiants sur des questions qui sont importantes. Donc de ce point de vue-là, en effet, il y a le fait d'aller parler là où ils sont, qui crée aussi des opportunités et d'emprunter les bons formats. Sylvain, vous êtes une marque en mouvement, on pourrait dire, parce que vous avez déjà commencé à en parler, hein. Comment ces valeurs, vous les déclinez justement par des actions? Alors, on essaie de le décliner tous les jours. Alors, on l'a dit, de la création de produits. La créativité en elle-même, elle vient, je l'ai dit, des designers, des consommateurs qui créent leur set eux-mêmes. Mais on essaie aussi de le faire tous les jours dans la manière dont on exécute la marque auprès des consommateurs, dont on raconte la marque auprès des consommateurs. Et quand on se dit on est créatif, si je vous donne un peu une timeline de ce qu'a fait le groupe Lego entre il y a 90 ans et maintenant, en 98, la boîte de Lego est au fond du gouffre, c'est galère, c'est pas la première fois qu'ils sont dans une situation compliquée. Ils signent un partenariat avec Disney, sort Lego Star Wars, qui leur redonne de l'énergie, qui leur redonne du grip auprès de toute une génération, et ça permet de remettre Lego dans le bon sens. Créativité d'associer une marque de jouets avec une licence et avec une marque d'entertainment. Il y a 2 ans, on annonce un partenariat avec Epic Games qui va nous projeter dans le monde du gaming, mais un gaming à la Lego, c'est-à-dire tout ce qu'on travaille avec Epic aujourd'hui, c'est un gaming safe où on sait que à chaque fois qu'on appose notre marque, l'enfant sera en sécurité à partir du moment où il jouera avec un jeu estampillé Lego. Donc on est vraiment dans cette logique de se dire créativité. C'est pas uniquement dans le système de jeu en lui-même, mais c'est aussi dans la manière dont on essaie tous les jours, tout un chacun, d'apporter une nouvelle brique, je serais tenté de dire, à la manière de raconter notre marque, à la manière de la rendre plus accessible. J'ai 2 exemples d'accessibilité. Alors, j'étais pas dans le groupe il y a 1 an et demi, mais inflation, le prix augmente, est-ce qu'il faut changer les prix? Enfin, ça a été la question de tout le monde. La décision qui a été prise, c'est oui, il faut changer les prix. Mais par contre, 30% de la gamme a été figée en dessous de 20 €. La vraie logique de garder de l'accessibilité et de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse continuer de acheter des Lego. Voilà. Accessibilité, un dernier exemple. Alors, c'est pas de la pub, mais j'adore l'initiative. Il y a 2 mois, on a commercialisé en France Lego Braille. Les Braille Bricks, en gros, c'est vous reprenez la brique de Lego avec laquelle vous faites 915 000 possibilités, et vous enlevez les tenons, les petits plots qu'il y a par-dessus, et vous transformez ces briques en lettres de Braille, avec sur le bord de la brique une lettre, ce qui permet d'améliorer la communication entre les personnes non-voyantes et les personnes qui s'intéressent au système de jeu, là aussi pour apprendre en jouant. Et donc ça, c'est un vrai testament à la volonté du créateur de dire on veut apprendre par le jeu. Et donc cette logique-là, c'est de l'entretenir un petit peu tous les jours. Eric, si on parle d'action, comment du coup votre approche elle bénéficie aux marques, celle que vous avez détaillée tout à l'heure? En fait, le courrier publicitaire, il a une caractéristique, c'est que c'est une forme de média choisi. Alors certes, je ne choisis pas de la marque qui m'arrive, encore que je peux m'y opposer.
en m'inscrivant sur une liste dédiée. Mais ensuite, je vais choisir mon moment de lecture. J'ouvre ma boîte aux lettres, je ne vais pas forcément lire la communication. Je vais choisir le moment qui me semble propice. Je vais choisir mon rythme de lecture. Je peux y revenir. Je peux partager le document. Et tout ça, ça donne finalement de la valeur. On a pu, par exemple, mesurer que 3 mois après la distribution, notamment de catalogues bien ciblés, on avait encore un taux de souvenir qui avait diminué que de 50% par rapport à une mesure post-test, juste post-campagne, ce qui est quand même assez élevé. Parce que ça ne fonctionne pas comme des médias traditionnels où j'ai besoin de répétition, mais ce qui est normal, c'est la nature même de ces médias. Là, j'écris une fois, si je cible bien, comme un prérequis, ça fonctionne et surtout, ça fonctionne longtemps. Donc, c'est quelque chose de très différent dans la mécanique d'efficacité. Et puis, le dernier point, c'est qu'en boîte aux lettres, on peut avoir un espace créatif extrêmement large. D'ailleurs, je déplore qu'il n'y ait pas assez de créativité. Je pense que beaucoup de marques sont encore sur des codes très marketing direct d'avant, alors que finalement, les formats, la nature du papier, on peut faire beaucoup de choses, y compris d'ailleurs passer du papier au digital ou inversement. Nickel. Je vais vous demander chacun, en vraiment très peu de temps, chacun, de me dire un petit peu, on va commencer avec vous, Elisabeth, si l'on se projette, comment vous imaginez continuer à vous différencier finalement? Je crois qu'en effet, on va essayer de continuer à se différencier en essayant de rien lâcher, en effet, sur notamment ces 3 valeurs dont j'ai parlé, et en travaillant aussi beaucoup demain, et notamment sur le numérique, sur adapter nos capacités de ciblage. Voilà, on sait qu'on a des enjeux qui sont devant nous sur ce média. Travailler toujours la first party parce que c'est en effet une valeur très importante pour nous, parce que c'est vraiment le cœur en effet de la connaissance que l'on a de nos audiences, de leur comportement, de la façon dont on voit où est-ce que se concentre leur attention et comment est-ce qu'on peut aussi leur faire découvrir des contenus. Et puis, toujours se différencier sur ce sujet, de essayer de proposer la meilleure expérience publicitaire. Ça passe aussi par des choix qui peuvent être des choix notamment de prestataires, notamment de partenaires, de aussi limiter sur les chaînes programmatiques le nombre d'intervenants, justement aussi pour travailler ce que sont les appels sur serveur, et puis aussi travailler les environnements, et pas avoir trop d'appels, et trop d'encombrements. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on monitore, et c'est vrai que cette satisfaction des audiences, on la monitore en continu avec l'ensemble des équipes, et elle doit être au service des marques, bien sûr. Parfait. Sylvain, pour vous? Pour moi, Lego continuera de se développer, continuera de créer de la valeur comme ça si on le fait pas tout seul. On le voit aujourd'hui, les modèles qui marchent le mieux, c'est les modèles que nos consommateurs ont créés eux-mêmes, qu'ils ont proposés au groupe à travers une plateforme et qui ont été développés. On voit les contenus qui marchent le mieux, c'est des contenus qui sont faits par nos utilisateurs, des influenceurs. Notre marque, elle ne sera jamais dans de meilleures mains que dans les mains de ceux qui jouent avec. Et du coup, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille au maximum en se disant... Nous, notre mission, c'est de positionner la marque Lego comme la marque qui permet de jouer. Et ce que les gens vont nous rendre, c'est leur créativité, c'est leur adhésion au système de jeu. Et c'est assez marrant, on en parlait ce matin, en comité de direction. Il y a un de nos indicateurs pour cette année qui est le nombre de nouvelles personnes dans le système de jeu. Donc on a une énorme étude qui nous permet de dire... combien de personnes, pour la première fois, ont reçu une boîte de jeux Lego l'année dernière? L'année dernière, c'est 600 000 personnes. Ça donne un peu une idée et après, il y a répétition, fréquence, etc., etc. Mais nous, on a la conviction que plus on a de personnes dans le système de jeu, plus on trouvera du renouvellement, plus on trouvera des idées, parce que les idées, on ne les a pas toutes seules ou tout seul. Bel exemple d'ouverture. Et Eric, pour vous? Je dirais deux choses. La première, c'est moins mais mieux. Ça renvoie aussi au banc d'immersion de l'année dernière.
C'est-à-dire que c'est accompagner nos clients sur la réflexion du ciblage jusqu'à la partie créativité, tout en sachant qu'on peut être tout aussi efficace en communiquant moins. Par contre, il faut mieux travailler. Et là, je pense que nous aussi, on a un vrai rôle d'accompagnement. L'autre facteur, c'est, et sans faire de jeu de mots, justement, c'est le rôle même de nos 65 000 facteurs. Donc, c'est le facteur humain. Oui. C'est ramener aussi une relation qui n'est pas simplement épistolaire. Et j'ai 2 exemples en tête. Alors, je ne suis pas là pour parler des services aux particuliers, mais les services aux entreprises. On a développé, par exemple, la capacité pour les facteurs de commenter des courriers. Alors, quand on écrit à des particuliers, on ne touche pas 100% de sa cible, bien évidemment. Mais quand on arrive à les toucher, on a des retours d'efficacité qui sont assez spectaculaires. Et l'autre vecteur, c'est accompagner des entreprises dans les circuits B2B. Par exemple, visiter toutes les pharmacies de France, ça prend un temps de dingue. Il faut une force commerciale importante. Or, le facteur, il passe tous les jours dans sa tournée devant la pharmacie parce qu'il y a du courrier, il y a des factures, etc. à apporter. Et donc, on a fait des expériences avec des marques. Et on peut même jusqu'à aller poser de la PLV sur des points de vente. Donc, et on est bien là sur des nouveaux métiers pour nous, mais dans l'accompagnement des marques. Et je pense que c'est aussi une manière de nous réinventer. Encore passionnant, tous les 3. Merci beaucoup.